Rebonjour à vous, pèlerins du web. Cette vidéo est la suite de la précédente qui a présenté la culture transcaucasienne de Koro-Arax sous ses aspects généraux, son expansion, ses relations de voisinage avec les cultures qui lui sont contemporaines, ainsi que son organisation sociale. Cette deuxième partie traite du devenir de la diaspora Koro-Arax, élément essentiel vers l'émergence des peuples du bronze moyen. Le devenir de la diaspora Koro-Arax. Il semble que le devenir de la culture Koro-Arax ait été un élément évolutif régional prépondérant. Cette culture apparaît comme la charnière entre les cultures anciennes et les modernes qui vont se distinguer au cours du bronze moyen. Parmi ces modernes, certaines auront une vocation militaire déterminante, en particulier les Gutis, les Hurrites, les Urartéens, les Assyriens et les Hittites. Nous allons essayer de comprendre le rôle et le sort des groupes ethniques de la diaspora Koro-Arax, en nous posant la question cruciale: pourquoi les Koro-Arax ont-ils émigré en nombre suffisant pour permettre de retrouver leurs traces dans des sites éparpillés? C'est-à-dire, en quoi les environnements naturels, culturels et sociopolitiques ont contribué au départ de groupes d'individus depuis leur zone d'origine. Vraisemblablement, les environnements naturels et donc les conditions locales ont dû varier. Mais reste à savoir comment et pourquoi. On peut distinguer 7 zones de migration pour Koro-Arax. Premièrement, les hautes vallées montagneuses du Caucase du Sud, comme Shida-Kartli. Deuxièmement, les vastes zones inférieures du Caucase du Sud, comprenant les plaines de l'Ararat jusqu'à Erzurum et la zone au nord du lac de Van. Troisièmement, l'Iran à l'est et au sud du lac d'Urmia. Quatrièmement, la zone du Taurus, du côté ouest d'Urmia jusqu'à la partie orientale d'Elazig. Cinquièmement, la zone de Malatya près de l'Euphrate, y compris Arslan-Tepe. Sixièmement, le Daghestan jusqu'au nord du Caucase. Et enfin, septièmement, Khirbet-Kerak au Levant. Ces zones ont tendance à susciter des langages symboliques quelque peu différents et des adaptations quelque peu différentes. Par exemple, les styles de poterie au sein du corpus global Koro-Arax variaient entre ces zones. Sur le plan économique, les sociétés les plus septentrionales et les plus élevées au sein de la tradition culturelle Koro-Arax avaient tendance à avoir un pourcentage plus élevé de bovins domestiques que de moutons par rapport aux sociétés des zones environnementales de basse altitude. Les dialectes de la langue étaient basés sur le degré d'interaction des habitants de chacune de ces zones et sur leurs coutumes et institutions locales particulières. Dans un continuum, ils ressemblent beaucoup plus au style des autres peuples des montagnes qu'à ceux des basses terres de la Mésopotamie. Alors pourquoi sont-ils partis de leur pays d'origine? Suivant la suggestion d'Anthony, ce que nous savons de l'organisation sociale et économique de ces sociétés, c'est qu'elles étaient à petite échelle, non urbaines, et avaient des économies de subsistance au 4e millénaire avant notre ère. Mais qu'elles ont peut-être intensifié leur production par l'irrigation dans certains endroits, au cours du 3e millénaire avant notre ère. Certains postulent une croissance démographique dans la plaine d'Ararat à cette époque. Les migrations Koro-Arax n'ont pas pris la forme d'une vague. Il s'agit plutôt d'une série de vecteurs de déplacement de petits groupes, peut-être de clans, d'un endroit à l'autre. Il s'est produit une sorte de modèle entrecroisé de groupes se déplaçant et s'installant suffisamment longtemps pour s'enraciner. Ces personnes ne sont pas purement nomades, bien qu'elles puissent être des pasteurs transhumants. Il doit y avoir une raison pour quitter une patrie antérieure. Expulsion? Attraction pour de nouveaux territoires? L'accroissement démographique au sein d'une famille dans le pays d'origine après -3000 semble être une cause raisonnable. La primogéniture ou d'autres coutumes favorisant un membre de la famille
un segment de parenté ou une classe sociale par rapport à une autre. Cela peut inciter les moins fortunés à émigrer. Certains ont écrit que les principaux déterminants des schémas migratoires sont constitués d'éléments structurels fondamentaux de la vie économique, comme la demande de main-d'œuvre dans les campagnes et les villes, le déploiement du capital, les tendances démographiques, le taux de natalité, de mortalité, de nuptialité et les régimes fonciers. Les changements dans ces éléments sous-tendent l'évolution des itinéraires migratoires. Comme le souligne Anthony, la migration est une stratégie sociale et non une réponse automatique à la surpopulation. Dans ce cas, les conditions environnementales étaient en fait propices dans le pays d'origine et une sortie forcée semble donc moins nécessaire. Il est donc possible qu'il y ait eu une poussée, non pas tant du fait du stress démographique que des changements dans l'organisation sociale et de l'accès aux ressources. Il existe des indications d'une intensification de la production agricole par la construction de systèmes d'irrigation, soit pour nourrir davantage de personnes, soit pour répondre aux souhaits des groupes dirigeants émergents. Dans le même temps, il existe peu de preuves du type d'autorité nécessaire pour contrôler les ressources et la stratification sociale qui l'accompagne. Le début des populations mobiles marquées par les Kourganes et la construction contemporaine de murs à Chengavit, Mokrablur et Ravaz est déjà évident au début du troisième millénaire avant notre ère. En fin de compte, dans le pays d'origine, l'adaptation Kouro-Arak serait remplacée par une adaptation plus mobile et militariste associée aux soi-disant cultures kourganes. En outre, à mesure que l'organisation militariste plus mobile de la patrie évoluait après la fin de l'adaptation Kouro-Arax, la poterie noire brunie a continué, indiquant une certaine continuité de la tradition culturelle. L'épreuve, bien qu'encore mince, suggère que l'émigration a été catalysée davantage par une attraction que par un départ contraint. Si tel est le cas, il est probable que des opportunités économiques se soient présentées au sein de la diaspora. 3 activités productives sont possibles: la viande ou les sous-produits animaux comme la laine, les métaux et les métiers métallurgistes, ou encore la viticulture. Les migrants Kouro-Arax investissent Godin Tepe, dans la vallée de Kangavar, au centre-ouest du Zagros, vers -3300. Lorsque le contact entre les basses terres mésopotamiennes et l'ouest du Zagros, le long de la Grande Route, appelée plus tard route de la soie, a été établi. Qu'est-ce qui aurait poussé ces gens de Kouro-Arax, qui ne sont jamais allés au sud de Kangavar, à s'installer à Godin? La réponse traditionnelle a été la métallurgie, car on constate l'existence d'une importante installation de fonderie sur le site de Godin dès -3300. Le travail métallurgiste en Transcaucasie n'était peut-être plus suffisamment étendu pour produire un flux régulier de produits d'exportation, ce qui a amené les miniers à quitter leur terre natale pour le centre du Zagros. Il existe cependant 2 alternatives à la métallurgie. L'une est le vin. Le processus complet de vinification était déjà connu et pratiqué en Arménie au 5e millénaire avant notre ère. Mais la première preuve évidente de vin à Godin Tepe se produit effectivement autour de -3300, au moment où les tessons de poterie de Kouro-Arax sont apparus. L'autre alternative à la métallurgie est la laine. Le drap de laine était censé être l'une des principales exportations des sociétés mésopotamiennes lors de l'expansion d'Uruk. Anthony souligne d'ailleurs que les moutons des hautes terres avaient une laine épaisse, avec de longs brins, meilleurs pour fabriquer du fil, contrairement aux moutons des plaines. Après une phase d'interruption d'environ un siècle, vers -2900,
un nombre important de migrants Kuro-Arax réapparaissent à Godin-Tepe. Les moutons et les chèvres de Godin avaient tendance à être abattus entre 4 et 6 ans, âge pour lesquels ils constituent à la fois une source de viande et une source de laine ou de lait. On suit leurs traces en regardant la distribution de la variante Zagros de la poterie de style Kuro-Arax. Cette distribution suit une ancienne route de montagne intérieure du Zagros, laquelle s'oriente vers l'est et vers le sud de la mer Caspienne. Nous ne savons pas exactement ce qui a été transmis par cette route, bien que l'on sache que le lapis-lazuli suivait une route menant à Suse dès -3300. Pendant une période allant de -2900 à -2700, le peuple Kuro-Arax semble dominer la vallée du Kangavar. Il n'existe aucune preuve d'un départ massif de la population locale et certains sites semblent utiliser des poteries plus anciennes. D'autres semblent adopter les styles Kuro-Arax. Cependant, vers -2600, bien que la tradition culturelle Kuro-Arax soit toujours active en Transcaucasie, une transition s'est produite. 90% de la poterie prend une couleur noire et n'est plus décorée. En même temps, la forme architecturale et hypothétiquement la structure familiale changent. Lorsque l'empire des hauts plateaux d'Awan s'empara de la vallée de Kangavar, tous les vestiges de la tradition culturelle Kuro-Arax disparurent. Ils avaient créé une variante unique de l'ethnie Kuro-Arax dans la zone écologique du Zagros et pouvaient dès lors être conquis et assimilés par des forces organisées qui faisaient depuis toujours partie du mélange ethnique. Awan est une ancienne ville de l'Elam, non localisée, que l'on pense au nord de Suse, et dont les rois ont constitué la première dynastie élamite historique, la dynastie Awan, qui couvre la période entre -2600 et -2200. Elle voit 12 rois se succéder. Awan a été une puissance politique notable dans la région du sud-ouest de l'Iran, et a eu des relations parfois heurtées avec les royaumes de Mésopotamie, de Kish et de Lagash. Les empereurs akkadiens Sargon, qui règnent de -2340 à -2279, son fils Rimush, qui règne de -2279 à -2253, et surtout Naram-Sin, le petit-fils de Sargon et neveu du précédent, et qui règne de -2253 à -2198, battent successivement Luhi-Ishan et Ishep-Ratet d'Awan. Les rois d'Awan apparaissent toujours aux côtés de leurs alliés traditionnels, les rois de Marashi, un royaume situé plus à l'est dans le plateau iranien. Après ces défaites, Awan devient un vassal des rois d'Akkad. Ceci est confirmé par un document d'une grande valeur historique, un traité de paix signé entre Naram-Sin et un souverain d'Awan, sans doute Kita. C'est l'un des plus anciens documents du genre, et en plus le plus ancien document en élamite qui ait été retrouvé. Quand c'est au tour du royaume d'Akkad de péricliter, c'est Puzur-Ishur-Shinak, le gouverneur de Suse pour le compte d'Akkad, qui s'émancipe et qui monte sur le trône d'Awan et de l'Elam. Il établit un royaume qui a été sans doute assez puissant, mais qui ne dure que peu de temps. Abattu, croit-on, par les tribus Guti qui semaient alors le trouble en Mésopotamie et dans le Zagros. Le dernier roi de la dynastie Awan, Puzur-Ishur-Shunak, a été évoqué dans la vidéo 0818-2b. Revenons à Kuro-Arax. À l'ouest, la situation est tout autre. La zone située entre les massifs du Taurus, le long de la rivière Murat, autour d'Arslan-Tepe, était constituée de petits groupes de communautés largement décentralisées. Ici, il semble que ce soit la recherche de nouvelles terres de pâturage qui ait poussé l'arrivée des Kuro-Arax. Mais cela pourrait très bien être l'attractivité de la grande Arslan-Tepe. Arslan-Tepe était en effet un centre d'importance dès -3500. Elle possédait un grand centre, temple-palais. La maison de certains chefs servait de centre de festin. Son emplacement au carrefour des routes du nord-est, de l'est
de l'Ouest et du Sud en faisaient un centre naturel de commerce avec la Mésopotamie urukhéenne, tout comme Godin, mais ce dernier à une échelle beaucoup plus petite. Arslan Tepe a aussi la particularité pour les Kuro-Arax de se situer à proximité de la plus grande mine de cuivre du sud et à l'ouest du Caucase, dans le Haut-Taurus, à Ergani-Maden. La présence des Kuro-Arax dans la région est attestée par les articles brunis noirs du 4e millénaire et typiques de l'Anatolie centrale. Ces immigrants, au départ assez peu nombreux au 4e millénaire, étaient devenus un groupe plus important, bien que toujours ethniquement identifiable au 3e millénaire. Dans le même temps, une tombe royale, sur les restes du complexe temple-palais abandonné, suggère des liens culturels plus étroits entre la partie Kuro-Arax et la lointaine culture ciscaucasienne de Maïkop, notamment en termes de métallurgie. Il ressort de ce fait que les Kuro-Arax, en tant qu'extracteurs de minerais, ont été essentiels au développement du cuivre arsenier et du bronze. Nous avons tendance à vouloir que chaque groupe ethnique ou culturel soit homogène, mais comme les zones d'occupation de Kuro-Arax sont écologiquement distinctes, il n'y a aucune raison de supposer qu'elles ont toutes partagé la même adaptation économique au sein de la diaspora. Certains étaient peut-être principalement des éleveurs, d'autres étaient peut-être des agriculteurs-éleveurs plus susceptibles de s'installer plus durablement. L'un ou l'autre groupe aurait pu servir de transmetteur de biens et de technologies. Encore une fois, l'attrait pour les opportunités a pu être les métaux et la métallurgie, les sous-produits des moutons et des chèvres, ou la viniculture et la vinification. Quelle que soit la région évoquée, Godin ou Arslan Tepe, rien n'indique que les interactions aient été violentes. Les communautés Kuro-Arax se sont progressivement intégrées à ces populations tout en gardant leur identité. Que ce soit dans le Zagros ou dans le Haut-Taurus, au fil du temps, ces populations ont commencé à s'assimiler aux populations locales. À Norsun Tepe, les dessins symboliques ont continué, mais sont apparus sous forme de dessins peints sur des articles chamois, plutôt que de dessins incisés ou en relief sur des articles brunis noirs faits à la main. Après la fin de l'adaptation Kuro-Arax décrivant la vie des habitants du Caucase du Sud, les habitants de Norsun Tepe ont construit un bâtiment public de style mésopotamien, un palace, sur des signes d'identité ethnique Kuro-Arax. Le style de la poterie a perduré malgré le changement radical dans le mode de vie des habitants de la Transcaucasie. En conclusion, on peut dire que la migration d'anciennes populations liées à la tradition culturelle Kuro-Arax semble avoir été basée sur un déplacement de population vers des régions où il existait de nouvelles opportunités de commercialiser des compétences dans les domaines de la viticulture, de la métallurgie et de la production de laine. Ceci a conduit à terme à la différenciation interrégionale des différentes diasporas. Les arrivants Kuro-Arax formaient un groupe ethnique identifiable au sein des populations locales, partageant des valeurs, une identité et des réseaux de communication, tout en s'intégrant lentement et finalement en s'assimilant aux cultures locales. Ce n'est que dans le pays d'origine, où existait une densité de pratiques culturelles homogènes, que ces mêmes traditions culturelles se sont perpétuées. Le modèle est resté le même, malgré un changement majeur dans leur vie, passant de pratiques de production agro-pastorale et artisanale relativement paisibles et largement sédentaires à un mode de vie mobile et militaire. À partir de -2100 en Géorgie, la culture Kuro-Arax évolue en culture de Trialeti. Celle-ci est une culture de l'âge du bronze moyen qui s'est développée en Géorgie au sein d'une ère recouvrant le sud du Caucase, la partie orientale de l'Anatolie, le nord-ouest de l'Arménie, le nord-ouest de l'Iran et l'ouest de l'Azerbaïdjan.
Élément remarquable de cette culture, on constate l'incorporation de chars à roues au sein des kurganes de Trialeti. Le véhicule, généralement un char à 4 roues, est disposé aux côtés du défunt. Ce type de modalité funéraire est attesté entre moins 2000 et moins 1500. Les échanges culturels et commerciaux réalisés entre les territoires dominés par les Hittites et la région du Caucase méridional, notamment en ce qui concerne la conception de chars et l'importation de chevaux de guerre, ainsi que le contrôle et l'exploitation des mines d'argent, pourraient expliquer le développement et l'expansion de la culture de Trialeti après moins 2000.